Euh, Moi, peut-être que j'ai une question pour toi, Noémie, et peut-être aussi pour Catherine. Et puis ensuite, Catherine, peut-être que si tu es parmi nous, peut-être que je pourrais te poser les questions qui sont arrivées via le chat, et ainsi qu'à Noémie, pour que vous puissiez interagir. Je pense que vous pouvez Mm. avoir un point de vue assez différent et intéressant sur ces sujets. Euh, Tout d'abord, vous en avez un petit peu parlé, mais sans le formaliser tel comme tel. Dans les difficultés liées à l'isolement, on voit que dans le premier confinement, il y a eu une sorte de comment dire, on a ignoré les personnes isolées à domicile, ou on n'a pas su traiter cet isolement, on n'a pas su les repérer et faire une action adéquate pour répondre à ces besoins. Peut-être des personnes qui d'ordinaire ne sont pas isolées, ou peut-être qui sont d'ordinaire isolées, mais qui se trouvaient en difficulté, particulièrement pendant ce confinement. Est-ce qu'on voit une évolution dans la prise en charge des services municipaux, départementaux, des différents services d'aide, d'infirmières à domicile, etc., qui se sont adaptés pour le second confinement? Ça, c'est ma première question, c'est est-ce que les services se sont adaptés? Et la deuxième question, qui est une question très large, on voit qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, d'aide à domicile qui se sont découragées lors du premier confinement. Et j'ai eu quelques témoignages dans le monde du handicap, qui étaient concordants, hein, mais c'est pas une étude très, voilà, c'est pas ça vient pas d'une étude, mais de témoignages qui reviennent à dire qu'il y a beaucoup d'aides à domicile qui ont jeté l'éponge à la fin du Mm. premier confinement, et qu'il était assez difficile de trouver des aides à domicile. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette difficulté à trouver des aides à domicile? Comment ça se passe là en ce moment? Oui, alors effectivement, merci. Je suis peut-être, en tout cas, allée un peu vite. Euh, D'abord, sur cette première question, est-ce que les services se sont adaptés? Euh, Moi, j'ai envie de dire que pendant le premier confinement, les règles étaient tellement strictes et les choses étaient tellement peut-être effrayantes aussi pour tous, que pour une partie des personnes, la question c'est comment on a identifié ces personnes-là. Mais pour une partie des personnes, les équipes à domicile ont tenu, et elles ont tenu de manière plus soudée. C'est-à-dire qu'on a réduit les équipes, on a limité les turnovers qui sont en fait souvent très présents, hein, pour les auxiliaires de vie à domicile. Euh, il y a tout un tas d'accès aux soins qu'on n'avait plus, on va pas se mentir. Donc je tiens à préciser parce que je ne veux pas croire que c'était si merveilleux que ça, ce premier confinement. Mais en tout cas, dans le champ de l'aide à domicile, pour des personnes qu'on a estimées dans un besoin vital, les équipes en tout cas, on a vécu un mois reposant, je dois dire. C'est vrai, on était dans l'urgence, on n'avait pas de matériel, on ne savait pas quoi faire, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Pour autant, il y avait 3 personnes et c'était toujours les mêmes. Et ça, qu'est-ce que c'est réconfortant et sécurisant de savoir que chaque matin, les personnes qui viennent vous connaissent et savent de quoi vous avez besoin. Pour autant, ça n'a pas tenu. Il n'y a rien de miraculeux. Et puis, il faut aussi l'observer peut-être d'un autre point de vue, c'est-à-dire de toutes ces personnes chez qui on a choisi de ne pas aller. Et là, ça interroge doublement parce que sur quoi on s'appuie et comment on sait que ces personnes n'ont pas besoin quand en vérité elles ont un passage par semaine. Ça pose des tas de questions, hein. Donc, évidemment, je parle pour une petite partie des gens. Euh, N'empêche que de ces bonnes pratiques-là, il me semble qu'il serait intéressant de tirer des ficelles parce que le deuxième confinement, on n'a pas réussi à reproduire euh, ces équipes restreintes qu'on avait mises en place parce que on n'a pas été confiné aussi strictement qu'au mois de mars et qu'on a ce droit au travail qui a continué. Et donc, je dirais que le deuxième confinement, en tout cas pour pas mal de personnes qui vivent avec handicap, a été bien pire que le premier, dans le sens où, en plus, les gens étaient fatigués, en arrêt de travail, euh, euh, et qu'on trouvait, oui, effectivement, on trouvait de moins en moins d'aide à domicile enfin, pour intervenir auprès des personnes qui en avaient besoin. Donc, voilà, il y a cette première chose. Aujourd'hui, on est toujours, hein, dans cet épuisement. Et puis,
ce flou aussi, parce que suivant les services avec lesquels vous êtes, je le répète, vous n'avez pas les mêmes règles. Et parfois, vous êtes dans une même grosse association qui utilise qui a plusieurs services différents. Et là encore, les règles sont différentes d'un directeur à l'autre. Donc, c'est très compliqué de s'y retrouver. Et je pense que ça contribue à éteindre aussi la capacité des personnes à vivre à peu près dans cette crise, quoi. Et je me permets de finir, après je vous laisse la parole, Catherine, par rapport au recrutement des auxiliaires de vie, qui bien sûr fatigue. Et je pense qu'au début de l'été, on a peut-être eu comme ça une espèce de regain, mais finalement, c'est surtout parce que c'était des postes, des jobs d'été en fait. On avait besoin, on avait beaucoup entendu parler de l'aide humaine, et le secteur hôtelier, je vous le rappelle, était quand même très limité. Donc certainement que ça a joué en faveur du domicile. Pour autant, ça a du mal à tenir sur la durée. Et en même temps, je pense qu'on peut on ne peut que comprendre quand on voit à quel point c'est dévalorisé. Et moi, j'ai pas envie de parler que d'argent, c'est-à-dire bien sûr que les salaires sont à revoir, mais la formation et la considération qu'on fait de ces métiers. Et là, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai en tête une jeune fille qui a 19 ans aujourd'hui, qui fait ce métier et qui ne fait que me parler de ce vers quoi elle va aller, quelle formation elle va faire et à quel point ce serait mieux d'être infirmière pour faire plaisir et pour rendre fiers ses parents. Et ça, on le fait tous. On a tous ces conceptions dans la tête. Et moi, la première, je les avais avant d'arriver à domicile. Mes amis, ouais, je vais faire étudiante, mais non, on fait, ça y est, infirmière, c'est quand même mieux, quoi. Je sais pas, il y a une norme, il y a une échelle sociale, voilà, qu'il faut monter. Et l'auxiliaire de vie, je ne veux pas être trop difficile, trop dur en fait, mais c'est quand même très, très injustement valorisé, quoi. On ne les reconnaît pas. Pour autant, on ne fera rien dans cette société si on n'accepte pas de se dire que si en s'appuyant sur l'accompagnement, qu'il soit de santé, social, médical, ce que vous voulez, mais en tout cas, on ne fera rien si on n'est pas accompagné, ça c'est sûr. Donc, on peut parler d'autonomie, d'habitat inclusif, d'accès aux soins, on peut aborder tous ces thèmes-là, de l'emploi, de la scolarité, de la vie sociale. Ok, mais effectivement, on n'a plus les ressources humaines aujourd'hui. En tout cas, de moins en moins. Catherine de Brabois, une réponse à ces différentes questions ou une réaction? Oui, Noémie a dit beaucoup de choses donc, avec lesquelles je suis d'accord, mais voilà, ce que je voudrais souligner, c'est effectivement qu'en mars-avril, effectivement, comme disait Noémie, certains patients n'ont plus eu de passage, d'autres en ont eu beaucoup, et honnêtement, les services, je trouve, ont tenu le coup d'une façon incroyable. Il faut quand même se remettre dans le contexte. Nous, on n'avait rien comme matériel, rien comme réponse. Nos patients n'avaient pas accès aux tests et tout ça. Mais on y a cru. On a cru aux applaudissements, à la solidarité nationale, à tous les discours de l'époque qui ont dit on a bien vu que le système, ça n'allait pas et qu'il fallait remettre les soignants en place. Je pense qu'aujourd'hui, la différence, c'est qu'on n'y croit plus. Le Ségur, encore une fois, a valorisé que les soignants à l'hôpital et à l'EHPAD et a laissé tomber tous les autres. Nos patients à domicile, on n'a rien pour la vaccination. On se débat dans tous les sens pour essayer de trouver des solutions pour qu'ils aient le vaccin. Ils n'en ont pas. Et ça fait 1 an que ça dure, quoi. Donc à un moment, on n'arrive plus à recruter. Il faut être clair, depuis 6 mois, on ne peut plus recruter, puisque en allant travailler à 100 mètres de chez nous, on touche 200 € de plus. Donc à un moment, forcément, on ne peut pas réussir à recruter dans ces conditions-là. Autrement dit, les soignants ont de plus en plus de travail. Pour les patients, c'est moins, forcément la qualité s'en ressent aussi. Donc, il y a vraiment un désenchantement de se dire, on y a cru, en juin, on a cru qu'il allait se passer des choses, et là, on n'y croit plus. Alors, je vais peut-être poser la question de Carole de Mulatier puisque Noémie évoquait la notion d'accompagnement, et c'est cette question, je pense qu'elle en traite notamment dans le domaine de l'aide à domicile, de l'accompagnement à domicile. Donc, Carole de Mulatier nous dit, en théorie, on dit que la volonté du patient est importante, mais dans la pratique, ça se passe très différemment. Même si on sait que ce n'est pas correct, c'est une vérité banale, mais ça date d'avant le Covid. À quel niveau doit-on revoir l'organisation? Voilà, c'est une question qui dépasse un peu notre sujet du jour, mais on peut la recentrer sur le sujet du jour en se disant finalement comment l'organisation elle va peut-être précisément s'organiser
autour des besoins d'une personne dans un contexte si particulier, dans le contexte du Covid, par exemple? Comment est-ce qu'on peut rendre une organisation plus flexible pour répondre à des besoins très particuliers des personnes à un moment donné, par exemple? Alors, de, de, de mon point de vue, de ma fenêtre, je dirais que peut-être déjà il faut accepter que chaque personne a une voix. Et j'entends beaucoup, vous savez, ces histoires de oui, mais si on commence à écouter chaque personne, alors on ne peut plus répondre aux besoins. J'y crois pas. Je ne crois pas que ce soit juste. Je pense qu'aujourd'hui, on a des professionnels qui savent s'adapter et que on est capable de répondre à chacun pour peu que la gouvernance tienne le coup et emmène ses équipes. Pour moi, la question, le sujet, il est là. C'est-à-dire la façon dont la gouvernance se mettra en place et à quel point on considérera les personnes et comment peut-être on considérera les personnes que l'on accompagne, c'est-à-dire fragiles, malades, en situation de vulnérabilité, tout ce que vous voulez, je suis d'accord, mais capables. Et aujourd'hui, ça, on le perd. Enfin, je suis peut-être un peu sévère, mais j'ai tendance à croire qu'on a du mal à penser l'autre capable, surtout quand il a besoin de quelqu'un ou de quelque chose. Et je pense qu'il y a des réponses à ça. Je ne sais pas si elles se trouvent chez les voisins pour le coup, mais certainement, qu'à un moment donné, le lien favorise aussi parce que quand vous êtes attendu quelque part, quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un, je pense que ça contribue à faire que peut-être ce côté médical, ces besoins de soins qu'on a, ces besoins d'accompagnement prennent aussi un peu moins de place. Et peut-être je vais m'éloigner un peu, mais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus cet équilibre. Et donc, des personnes qui sont déjà très fragiles, qui ont des vrais besoins de santé, ont plus, par ailleurs, la possibilité de s'oxygéner, d'aller jouer aux cartes, de faire du bénévolat, d'aller manger un gâteau, prendre le thé avec la voisine d'à côté. Euh, et encore une fois, je reviens à ce que je disais, mais si certains sont capables, beaucoup d'autres sont trop dépendants pour s'autoriser le droit de faire ces choses-là. Donc, oui, considérons que les autres sont capables et qu'elles ont envie, surtout, qu'elles ont envie de faire des choses. Et peut-être qu'on laissera un petit peu moins de place à la santé, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas aussi prendre soin que d'emmener quelqu'un boire un café chez la voisine? Catherine de Brabois, peut-être une réponse à cette question? Non, enfin pareil, Noémie a dit beaucoup de choses. Juste, je dirais que pour répondre au plus près des demandes des uns et des autres, il y a quand même une question aussi de ressources humaines. C'est-à-dire que heureusement qu'on a des bénévoles en soutien, mais qu'à un moment, effectivement, si on veut pouvoir permettre aux uns et aux autres de faire ce qu'ils ont envie de faire, et comme disait Noémie, voilà, que ce soit, je sais pas, aller voir quelqu'un, faire une course ou je ne sais quoi, mais malgré tout, il faut des gens, quoi, des gens qui puissent être là pour accompagner, pour. C'est sûr que ça va toujours vite de faire les choses à sa façon que de les faire à la façon de la personne qu'on accompagne. Donc, on en revient malgré tout à la question des ressources humaines, je pense. Pour poser une question par rapport à ce que vous disiez, Catherine de Brabois, quelle est la place finalement du bénévolat par rapport à l'aide professionnelle? Quelle est leur complémentarité, leur organisation? Ben, alors, pour le coup, j'ai donné une réponse qui est très proche de la réalité chez nous, c'est-à-dire que nous, on a un service de bénévoles, ce qui est une immense richesse, et les bénévoles, ils vont être en soutien pour tout ce qui, entre guillemets, n'est pas pris par des financements autres. Pour donner un exemple, quelqu'un qui est à domicile et qui va avoir des aides à domicile, des aides-soignants, des infirmiers, il n'a pas forcément quelqu'un pour lui changer son ampoule, pour l'aider à comprendre le courrier de l'administration qu'il a reçu et qui dit je ne sais quoi, pour l'accompagner chez l'ophtalmo, pour tout ça. Et par ailleurs aussi juste pour discuter, pour jouer aux cartes et tout ça. Et nous, on a cette immense chance d'avoir un réseau de bénévoles qui, pour le coup, c'est beaucoup augmenté avec le Covid et qui permet justement de ne pas être que dans une relation de soins et d'aide voilà, stricto sensu, mais aussi d'essayer d'avoir du temps un peu gratuit avec les uns et les autres, et puis de permettre toutes ces petites choses qui malgré tout font la qualité de la vie quotidienne, même s'il s'agit juste des repas et des soins de nursing.
D'accord. Alors, une question. C'est très précieux. Je ne sais pas comment font Oui. je ne sais pas comment font les services qui nous bénévoles. Nous, en tout cas, c'est très précieux. Si je peux me permettre, Sébastien, ça Bien montre sûr. bien à quel point aujourd'hui les métiers du domicile sont quand même un peu reconnus. Parce que, pardon, mais chez moi, les auxiliaires font tout ça. Elles changent les ampoules, elles m'aident à faire du jardin parce que ça me plaît bien. Elles vont avoir tous ces actes quotidiens qui sont absolument pas rémunérés. Euh, et donc, moi, je ne vais pas faire la liste, ce serait très exhaustif, mais euh, il faut l'entendre parce qu'elles font un travail. En fait, personne ne peut vivre sans tout ça aujourd'hui. Et on ne vit pas, en fait, sans ampoule changée, sans poubelle propre. C'est des petites choses. Mais on va aussi leur demander demain d'être avec le voisin et de rester à leur place. Parce que justement, la personne qu'elles accompagnent ont besoin de profiter de ce temps avec leurs voisins, avec leurs amis, avec leur famille, sans que l'auxiliaire de vie ou le soignant en prenne trop. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est complexe et à quel point ça devrait être reconnu et nourri, surtout parce que on parle de ressources humaines, on parle donc de formation, mais qu'est-ce qu'on met dans ces formations? Si c'est juste pour apprendre à passer le balai à l'endroit, sincèrement, ça n'a pas grand intérêt. Je pense que toute personne peut apprendre à transmettre, en tout cas à quelqu'un d'autre, comment passer le balai. Par contre, se questionner sur ce que c'est que l'habitat, c'est quoi l'intimité, comment on respecte toutes ces choses-là. Euh, Clairement, c'est des vrais sujets de fond qui font pour moi écho, encore une fois, à la santé, à une approche de la santé qui est peut-être holistique et qui n'est pas juste technique, bien sûr, mais qui, dont tout auxiliaire aujourd'hui devrait pouvoir s'enrichir. Alors, une question peut-être plutôt destinée à Catherine de Brabois. Alors, Yolène nous demande, dans ce contexte particulier, faites-vous appel à des gestionnaires de cas Maya pour améliorer ce maintien à domicile? Un petit peu, mais les gestionnaires de cas Maya, ils accompagnent peu de personnes. Donc c'est vrai que quand ils accompagnent une personne, ils arrivent à vraiment voilà, à dénouer des situations très complexes, à mobiliser beaucoup de personnes avec des compétences différentes pour permettre de résoudre une situation. Mais je ne sais pas combien est leur file active, mais ils ont pas énormément de situations. Voilà. En tout cas ça ne répond pas à l'ensemble des demandes. Voilà. Merci. Alors, une autre question, peut-être des remarques, hein. Ne pensez-vous pas qu'une partie du problème découle du clivage de plus en plus marqué entre le sanitaire soumis à des contraintes économiques incitant à la compétition violente sur fond de performance économique et le médico-social? Voilà. Ce clivage ne pervertit-il pas les relations en détournant les acteurs du sanitaire, du prendre soin et des partenariats ville-hôpital pour un vrai travail en réseau qui n'en est pas que le nom? Je veux Catherine, on bien ne vous juste entend répondre plus. très rapidement avant de laisser la parole à Noémie, mais juste pour dire que... Ouais, est-ce que vous m'entendez là? Je veux bien répondre juste Oui, 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 le rapidement son avant est de donner rétabli. la parole à Noémie, mais c'est juste, ouais, c'est juste dire que je pense que c'est en partie de là que vient la colère qui aujourd'hui est réelle dans le médico-social. C'est que quand on est infirmier, quand on est aide-soignant, on a cette grande chance de pouvoir choisir beaucoup le lieu d'exercice. On peut, selon ce qu'on aime, on peut travailler avec les enfants, à l'école, à la médecine du travail, à l'hôpital, avec les personnes âgées, à domicile et tout ça. Et le fait d'avoir introduit ce qui n'existait pas jusqu'alors, ou alors que entre le privé très lucratif et le reste, mais ça n'existait pas d'avoir des différences de salaire à ce point-là. Et maintenant, forcément, comme on est dans un contexte où il manque énormément de soignants, si de l'extérieur, on vient mettre dans le milieu du médico-social et du sanitaire de telles différences, ben oui, derrière, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait un clivage hôpital sanitaire médico-social qui s'augmente. Mais honnêtement, on a l'impression que ce clivage, il est plus que provoqué par les dernières décisions. Noémie, est-ce que tu as une réponse à apporter à cette question, réflexion, remarque? C'est toujours des questions très compliquées. Peut-être moi je me ferai l'écho pour le coup des auxiliaires de vie en vous disant que de toute façon vous pouvez bien poser ce genre de questions, elles ne savent pas répondre. C'est-à-dire est-ce qu'elles appartiennent plutôt au monde sanitaire, plutôt au champ médico-social.
Et je dis parce que pour moi, ça illustre parfaitement ce que Catherine, en fait, vient de vous expliquer. C'est-à-dire, il y a un clivage. Les personnes elles-mêmes ne se reconnaissent plus, ni de l'un, ni de l'autre. Et pourtant, elles continuent de travailler. Comment font les personnes? Moi, je reviens à ce sujet-là, mais enfin, en tout cas, à ce point de vue des personnes qui sont concernées. Parce que sur qui on s'appuie. Quand même, les professionnels qui travaillent là savent plus bien pourquoi elles continuent de travailler. Euh, donc, la vraie question, c'est euh, sanitaire ou médico-social. À un moment donné, juste est-ce que quelqu'un, voilà, il faut que quelqu'un porte ces voix-là et qu'on effectivement qu'on arrête ces différences de salaire. Mais peut-être parce que, encore une fois, on segmente, on catégorise. Et on ne peut pas juste être quelqu'un de trop âgé ou juste être quelqu'un qui a un cancer, qui donc a des besoins de soins. Non, en fait, on est parfois tout ça dans une même vie. Vous voyez, peut-être que un jour on aura un cancer et puis quelques années plus tard on sera une personne âgée et donc on fera appel à des tas de services. Et pour moi la réponse elle est plutôt là, c'est-à-dire tant qu'on ne pensera pas la personne comme un processus, quoi, un parcours de vie, c'est-à-dire et qu'on continuera de découper comme ça, alors on aura l'auxiliaire de vie pour donner la soupe, et puis on aura le médecin du cœur pour le cœur, et puis ainsi de suite. Mais ok, est-ce qu'on aura des êtres humains complets qui peuvent exister dans ce monde? Je ne crois pas. Et juste pour revenir aussi sur le sanitaire médico-social, c'est que il me semble que nous, ce qu'on vit, c'est que c'est très personne dépendant. C'est-à-dire que si vous avez un bon contact entre l'infirmière coordinatrice en SIAD, la responsable de secteur et l'assistante sociale de l'hôpital de je sais pas où, on va pouvoir réussir à bien travailler un retour à la maison pour que ça se passe bien, par exemple, pour que la personne qui rentre chez elle ait déjà le matériel dont elle a besoin installé, pour qu'on ait vérifié avant que l'appartement était en bon état et tout ça. Quand ce n'est pas le cas, quand il n'y a pas cette connaissance vraiment de personne à personne, et ben effectivement, le sanitaire et le médico-social ne savent pas bien se parler. Et la personne qui en pâtit, c'est le patient. C'est le patient dont le retour à domicile est décidé comme ça et puis se fait alors même que tout n'a pas été mis en place. Voilà. Peut-être Sébastien, si je peux juste pour nuancer, parce que je pas qu'on soit trop injuste, il y a une chose qui est vraie qui a été mise en lumière là pendant ces derniers temps, c'est aussi le lien qu'est capable de faire notamment l'hôpital à domicile et les établissements médico-sociaux. Et ça, je pense qu'il faut en parler parce qu'il y a aussi des très bonnes pratiques. Juste, de mon point de vue, c'est toujours des pratiques isolées ou sur un territoire, mais on a du mal à les généraliser, à faire en sorte que tout le monde puisse y accéder. Catherine parlait des Mayas tout à l'heure. Tout ça, ce sont pour moi des bonnes réponses. Et je pense qu'on regorge de bonnes réponses, mais juste qu'on ne les diffuse pas suffisamment, quoi. Alors, une question très complète d'un internaute qui est avec nous. Alors, je vous la transmets. Je me demande si l'isolement ne doit pas être considéré comme un problème de santé et pas simplement un manque de lien social ou l'absence d'aide dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Je le vois comme un problème de santé publique qui est accompagné par une nette majoration documentée. J'ai perdu le fil. Des maladies cardiovasculaires, psychiatriques, handicap physique, taux d'hospitalisation, rupture de parcours de santé chez la personne isolée. La prise en charge de l'isolement n'est pas simplement mettre des aides au domicile, ça commence par un dépistage et une prévention, même si en dehors d'une situation de perte d'autonomie. Ça m'attriste que l'on pense à l'isolement uniquement dans le contexte de l'épidémie. Qu'en dites-vous? Bon, il y a plusieurs idées. Il y a l'attristement sur le fait qu'on pense à l'isolement qu'en période d'épidémie, et puis aussi sur le fait que l'isolement est un problème de santé publique. Je vous laisse répondre. Peut-être Catherine En tout cas, d'abord? il me semble que c'est ouais. En tout cas, il me semble que c'est sûr que l'isolement est pour certaines personnes une perte de chance. Ça, j'en suis sûre, un facteur de non-recours au droit, un facteur de non-recours au système de soins. Alors après, je ne sais pas, je laisserai Noémie répondre pour savoir si ça doit être un problème de santé publique, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une perte de chance. Enfin, moi, ça me paraît sûr. Voilà.
Noémie. Moi, j'aurais envie de dire que de même que la grande précarité ou la précarité tout court, en fait, tout dépend de comment on observe les choses. Et je partage en fait tout à fait. Euh, je, je- j'ai hâte, j'ai vraiment hâte qu'on arrive à cette vision de la santé qui prend en compte bien plus le simple fait que qu'on puisse avoir besoin de soins très techniques. La santé mentale aujourd'hui va mal. Et c'est pas qu'une question de personnes qui auraient des troubles psychiques, vous voyez, avec des graves maladies. Non, non. En fait, je pense que chacun d'entre nous est touché et fragile. À quel moment on en parle, à quel moment on se sait peut-être un peu isolé de temps en temps, et puis ensuite un peu plus fort. C'est jamais figé, mais voilà, encore une fois, les catégories sont peut-être pas les bonnes. Et plutôt que de se parler de personnes âgées, parce qu'on oppose, hein, même là dans notre échange, finalement, on peut se dire qu'on oppose les gens. Puisqu'on parle de personnes âgées, puis ensuite on va se parler de personnes qui vivent avec handicap, puis après on parlera des jeunes, pourquoi pas. Et en fait, encore une fois, tout ça, euh, ça arrive à tout à chacun.